on s'est dit, ben, on va voir si c'est le cas. Donc chez Pseudomonas aeruginosa, on a cultivé la souche sauvage en présence de fer, c'est-à-dire dans des conditions de fur peu réprimées, ou dans des conditions de chélation en fer, et on s'est aperçu qu'en déplétion en fer, on avait une augmentation de l'expression, donc ce qui pouvait signifier que ce système pouvait être régulé par la limitation en fer. Donc comme on ne disposait pas de mutant fur chez Pseudomonas aeruginosa, on a reconstitué le système chez Escherichia coli, et on a travaillé, donc on a suivi l'expression du type 6.2 dans la souche sauvage et dans un mutant fur, et là on s'est aperçu encore qu'en absence de fur, on avait une augmentation de l'expression. Donc on s'est retrouvé avec un système qui était régulé par courant sensing et qui était régulé par la limitation en fer, et on sait que de nombreux facteurs de virulence vont répondre à ces deux régulations. Donc on s'est dit, ben, peut-être que ça peut valoir le coup de voir si ce système a un rôle lors de l'interaction avec les cellules hôtes. Alors c'est ce qui a été fait, donc un mutant de la machine de type 6.2 a été construit, et quand on a réalisé des infections de macrophages humains, toujours par l'approche libération de LDH, on s'est aperçu que le mutant type 6.2 était moins toxique, donc que ce système pouvait avoir un effet toxique sur les macrophages. Et finalement, les macrophages alvéolaires dans les poumons sont peut-être les premières cibles que rencontre Pseudomonas aeruginosa. Ensuite, on s'est intéressé à des travaux sur le caractère intracellulaire que peut avoir Pseudomonas de façon transitoire. Tout à l'heure, j'ai bien insisté sur le fait que c'était une bactérie pathogène extracellulaire, mais il y a des travaux de la littérature qui montrent que toutefois, cette bactérie est capable d'entrer, donc de s'internaliser dans des cellules eucaryotes de type non phagocytaire. On sait que pour ce faire, elle va recruter des voies de signalisation de l'hôte, la voie de la phosphoinositol 3-phosphate ou la voie de la protéinase K-BAKT. Donc, on a commencé à faire un peu de microscopie confocale et à chercher, lors d'infection de cellules épithéliales, donc c'était sur cellules-là, des pseudomonas intracellulaires. Donc là, il y en a un. C'est un caractère qui n'est pas très important pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur Listeria ou les mycobactéries ou Shigella. Ce n'est pas un vrai intracellulaire, mais on trouve systématiquement 1 à 2 bactéries par souche sauvage qui auraient infecté une cellule là. Et quand Thibaut a fait le même type d'expérience avec le mutant de type 6 numéro 2, il n'a jamais pu retrouver de bactéries intracellulaires. Donc on s'est dit, bon, peut-être que ça peut nous permettre de continuer un peu plus là-dessus. Et on a donc réalisé des expériences de tests de protection à la gentamicine qui permettent donc d'évaluer le nombre de bactéries qui sont rentrées par cellule. Et là, on s'est aperçu donc, sur des cellules-là qu'il y avait encore une fois donc, une diminution de l'internalisation du nombre de pseudomonas qui étaient capables de rentrer dans ces cellules-là. Donc à ce moment-là, on a établi une collaboration avec John Engel, qui est une américaine, qui était une des premières à avoir travaillé sur ce caractère intracellulaire de pseudomonas, et qui nous a donc ouvert son modèle de cellules polarisées humaines, les CALI3. Et là encore, avec ce test de protection à la gentamicine, elle s'est aperçue que le système de type 6.2 était important pour cette entrée, et a montré aussi que l'activation de AKT pour entrer était aussi diminuée dans ce contexte-là. Donc on en arrive à l'idée que ce type 6.2 est nécessaire à l'entrée, donc un caractère cytotoxique sur les macrophages et à l'entrée dans des cellules non phagocytaires. Ça pose la question, et c'est sur ce à quoi nous sommes en train de travailler, quelles sont les protéines sécrétées par ce système de type 2. Donc on a deux cibles, des protéines qui s'appellent HCP2A, VGRG2A et HCP2B, VGRG2B. Et surtout, de se demander à quoi sert pour une bactérie qui est normalement extracellulaire ce caractère intracellulaire qui est transitoire. Alors, on peut se dire que c'est de se cacher de façon temporaire du système immunitaire, des antibiotiques. Pour une bactérie qui a un caractère toxique sur les cellules épithéliales, ça peut être par transcytose d'atteindre des tissus plus profonds. Et peut-être aussi de commencer, d'avoir une niche pour commencer donc, une infection qui va avoir un caractère plus chronique. Donc c'est ce à quoi nous allons travailler.
Pour finir, ces résultats, donc je vous ai parlé des rôles des patatine-like protéines et de ce système de type 6 lors de l'interaction avec les cellules hôtes. Et donc depuis 2 ans, au sein d'un consortium européen, Patomix, nous travaillons donc avec différentes équipes pour identifier justement les cibles de nos protéines sécrétées, voire injectées, dans l'hôte eucaryote. Alors, il y a eu 2 approches qui ont été suivies donc pour PLPA et le couple VGRG2A2B pour le système de type 6. Donc, une première approche en collaboration avec le couple de Johannes Engelmann en Allemagne, avec un système de double hybride dans la levure, où l'effecteur a été produit en même temps qu'une librairie d'ADN, de protéines venant d'une librairie d'ADN de cellules bronchiques humaines. Et l'idée, c'est donc de trouver des interactants. Donc là, pour l'instant, il y en a, on est en train d'analyser la liste. Et la deuxième, pardon, je suis allée trop vite, ça a été le TAPTAG, donc un système de copurification. Chacune des protéines a été produite dans les cellules là, et les interactants ont été analysés. Et là où on est assez, on va dire, excité, c'est que pour le couple VGRG2A2B, on a 2 protéines qui, on va dire, sur 80 ou 90%, Thibaut il me corrigera, sont identiques. Et on a juste VGRG2B qui a un petit domaine en plus. Et là où on est super enthousiaste, c'est que par l'approche TAPTAG, on a des cibles dans la cellule qui ne sont présentes que chez VGRG2B, celle qui a le domaine supplémentaire. Donc on travaille très activement là-dessus. L'autre approche au sein de ce consortium a été de chercher la même approche qui a été faite en fait pour Exolu, des facteurs toxiques de Pseudomonas lorsqu'ils sont produits dans la levure. Donc on a à l'heure actuelle 50 candidats qui sont très intéressants. Ce qui nous a plu dans cette approche, c'est qu'on a retrouvé des facteurs de virulence déjà connus, donc ça validait l'approche, et surtout on est en train de travailler sur des protéines à activité qui étaient totalement inconnues, et peut-être donc qui consisteraient à de nouveaux facteurs. Alors pour finir, ce que je vous ai dit que j'aimerais que vous reteniez, donc on va dire c'était le fil conducteur pédagogique, c'est que Pseudomonas aeruginosa est capable de 2 types d'infections, infection aiguë et infection chronique. Alors c'est un petit schéma pour vous présenter ce qui va se passer au niveau de la bactérie si on pense à plus long terme combattre les infections à Pseudomonas aeruginosa. Qu'est-ce qui se passe à la surface au niveau des antigènes, donc des potentiels cibles pour faire des anticorps. Dans le cas d'une infection aiguë, on va avoir toutes les appendices extracellulaires dont je vous ai parlé. Ce qui peut être aussi cible, c'est donc cible pour le système immunitaire, c'est les protéines qui sont sécrétées par les machineries de sécrétion, voire elles ne sont pas représentées. Les machineries de sécrétion peuvent être des cibles vaccinales. Le LPS, qui a un caractère smooth dans le cas d'infection aiguë. Et si maintenant on représente la bactérie dans le cas d'infection chronique, je vous ai dit tout à l'heure que la bactérie s'entourait d'un mucus, donc d'exopolysaccharides. Donc, dans ce cas-là, il y a plein d'antigènes qui disparaissent. Le LPS est dans ce cas-là un caractère commun. Et ce qui nous a un peu intéressé et qui reste encore à découvrir, on va dire, de façon plus approfondie, c'est les systèmes, le réseau qui permet de passer de l'un à l'autre état de la bactérie. Par rapport donc, aux 3 aspects dont j'ai abordé les résultats avec vous, c'est cette nouveauté de savoir maintenant comment le substrat par la machinerie de type 2 est pris en charge et ses interactions multiples avec les différents composants de la machinerie jusqu'à être libérés dans le milieu extracellulaire. Ces patatine-like protéines qui pourraient être un nouveau type de facteur de virulence et qui aurait au contraire un effet cytoprotecteur. Et enfin, ce système de type 6-2 qui est impliqué dans les interactions avec des cellules eucaryotes, ce qui en fait montre un rôle totalement différent avec le système de type 6-1, celui qui, je vous ai dit, jusqu'à présent a été caractérisé chez Pseudomonas et qui, lui, est impliqué dans des interactions contre des bactéries. Donc une même machinerie qui peut permettre des interactions soit avec des bactéries, soit avec des cellules eucaryotes. Alors
pour finir, vous présenter donc, les membres de notre équipe, donc, qui est dirigée par Romé Bouillou. Travaille avec nous Bérangère Ries, qui vient d'être recrutée au CNRS. Alors, je n'ai pas eu le temps de présenter les travaux de Bérangère, mais elle s'intéresse aussi à la sécrétion de protéines. Et par la voie d'export dont j'ai parlé initialement, il y avait SEC ou TAT, et elle s'intéresse donc aux protéines qui seraient libérées dans le milieu extracellulaire, mais qui ont d'abord été importées par le système, exportées par le système TAT. Et c'est très intéressant parce que ce système permet de transporter des protéines qui sont totalement repliées, voire qui ont acquis des cofacteurs dans le cytoplasme, donc des substrats particuliers. Donc au niveau technique, on est supporté activement par Geneviève et Chantal. Les travaux donc, des doctorants, Badreddine, Thibault, pas plus le temps de parler de Frédéric qui travaille avec Romé, Aurélie sur les patatines et Paul qui commence à M2 avec nous. Donc par rapport aux collaborations sur les sujets dont je viens de vous parler, Mariela Tegoni, donc au travers de la thèse de Badreddine, et Christian Cabillot, donc de la FMB. J'en ai pas vraiment parlé, mais on a regardé les activités lipolytiques de nos patatines et ça a été fait en collaboration avec Suzanne Bulein en Allemagne, Johan Engel donc aux USA pour le modèle de cellules polarisées. Et dans le cadre du réseau européen, Johannes Engemann pour le hybride dans la levure et Christophe Roman pour le tac-tac dans les cellules là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On commence les questions. Non, mais je n'ai pas compris quel était le substrat exact des PLP. J'ai compris que si la pomme de terre, c'était connu. Alors, j'ai compris qu'on connaissait par similitude de séquence, on peut faire un mutant sur la machinerie génétique. Mais je n'ai pas compris le vrai substrat. Comment l'essayer? Comment l'essayer? C'est justement été fait en relation, en collaboration avec Suzanne Bulein. C'est des enzymes activité lipolytique. Alors le problème, c'est que chez les pommes de terre, elles auraient plutôt une activité de type phospholipase A2, donc ça dépend du substrat. On a purifié les protéines recombinantes. Celle de Pseudomonas, on l'a fait pour PLPD et c'est une lipase en fait. Par rapport à la prise des substrats avec des chaînes carbonées différentes et et ça a été une activité lipase. Est-ce qu'il suffit de détecter une PLP bactérienne pour conclure à pathogénicité? Ah non, il faut tester après sur modèle. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu as posé le truc et après tu nous as dit mais il y en a 4 de plus chez Aeruginosa, mais tu disais il y a des souches pathogènes. On va essayer des choses qui interagissent avec les autres, il y en avait. Donc ce n'est pas une association nécessaire. Alors ce qu'on sait pour les PLP bactériennes, jusqu'à aujourd'hui, elles ont été trouvées uniquement dans les génomes de bactéries qui sont en interaction avec des cellules eucaryotes, symbiotes comme pathogènes. Quand on regarde la distribution, voilà, c'était la publication que j'avais mis, le Barbier-J de 2004. Il y a plein, vous trouverez. Alors j'ai regardé avant de venir, il y a les mycobactéries, il y a les rickettsia. Et jusqu'à présent, c'est dans ces deux types d'interactions. En fait, c'est un sujet où, pour l'instant, la seule qui a été vraiment caractérisée, c'est Exolu de Pseudomonas aeruginosa. Donc là, on sait que la cible, c'est une lysophospholipase, celle-là. C'est même pas une phospholipase A2, c'est une lysophospholipase. Alors je dois avouer que la nomenclature des enzymes lipolytiques, elle n'est pas du tout bien classée. Donc je sais que voilà, c'est plutôt sur des lysophospholipides. Et finalement, on n'a pas beaucoup d'exemples de PLP bactériennes qui ont été caractérisées. Il y a eu des gènes, par exemple celle de rickettsia, le gène a été codé, la protéine purifiée, mais ça s'est arrêté là. Et il y avait eu des travaux sur celle de Legionella. Mais Legionella est une bactérie qui possède plein d'enzymes lipolytiques et pas que des patatinaques. Et ça complique l'analyse parce que finalement, c'est des bactéries qui sécrètent plein d'enzymes qui ont pour cible des lipides ou des phospholipides. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Moi j'avais une question, c'était par rapport à forme chronique et forme aiguë. Qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire? C'est quoi la différence? Il y a plus de morts, moins de morts, plus de biofilms, moins de biofilms? Qu'est-ce qui se passe pour la cellule? C'est difficile parce que plus de morts, moins de morts. Si on a une souche, par exemple, comme la PA103, celle que je vous ai présentée sur des cellules là, en 1 heure, il n'y a plus que des fantômes de membranes de cellules là lorsqu'on infecte avec ce type de souche. Alors avec les souches qui sont plus mucoïdes, celles qui sont en phase biofilm, on ne travaille pas vraiment sur des modèles cellulaires. Il y a des essais qui sont faits sur des épithéliums,
Clostridium, mais souvent on regarde le caractère sur des surfaces abiotiques et après en fait on attribue une fonction dans la pathogénicité de Pseudomonas plus sur des études de virulence, sur des modèles murins.